Encore une fois, merci Monsieur le Président et honorable assistance, bonjour. Donc je vais vous parler d'un aspect un peu particulier de la prise en charge de la... je vais un peu vous faire sortir de tout ce que vous avez vu comme chirurgie et tout. C'est un peu une autre dimension du problème de cette pathologie spina bifida. Et donc enfin on se rejoint un peu dans la pathologie. Je dirais que les neurochirurgiens commencent un peu par opérer, mais après, la vie qui vient après, c'est un peu la médecine physique et réadaptation. Et donc, pour ce volet-là, vous allez voir que, à travers une petite étude rétrospective de certains patients que nous avons recrutés dans notre service, et vraiment, on a voulu un peu se fixer des objectifs, et on s'est dit, on va donc regarder un peu dans le rétroviseur pour voir un peu ce que nous faisons. Et donc, à travers une étude de 80 dossiers, nous ne prenons pas que 80 patients, il y en a beaucoup plus, mais à travers donc 80 patients que nous avons colligés, 80 dossiers que nous avons colligés, nous avons un peu essayé de retracer les problèmes vécus. Et donc, évidemment, la problématique de la prise en charge du spina en médecine physique et réadaptation répond à des impératifs. Ces impératifs sont donc le bon conditionnement orthopédique, ce qui concerne l'autonomie, et la préservation de l'intégrité du haut appareil urinaire. Évidemment, si on peut assurer un confort, pour ce qui est de la prévention de l'insuffisance rénale, c'est-à-dire le pronostic vital, pour notre part. Et donc, quels sont un peu les matériels et méthodes? Donc, j'ai dit que c'était une étude rétrospective sur 80 dossiers de patients. Alors, je tiens à signaler que 54 patients ont été opérés, mais nous avons pris en charge des patients non opérés. Donc, ils avaient leur déformation, leur malformation. Donc, ce ratio, nous avons eu 48 filles pour 32 garçons. L'âge moyen a été de 8,5 ans, avec des extrêmes qui vont de 7 mois à 17 ans. La situation géographique, je rejoins un peu ce que disait le professeur Kliba par rapport à l'accessibilité aux soins et l'éloignement et tout. Nous avons eu plus de 50% de patients qui venaient de Hors-Wilaya. Donc, il faut savoir que Tersalène a un recrutement national, donc on ne prend pas que la wilaya d'Alger, on prend toute l'Algérie. Et la durée moyenne du suivi de ces patients a été de 5 ans, avec des extrêmes allant de 6 mois à 10 ans. Donc l'âge des consultants, dans toutes les recommandations internationales par rapport à des complications précises qui sont les complications vésico-sphinctériennes, en principe on est censé prendre des patients où les patients sont censés consulter avant l'âge de 2 ans. Malheureusement, comme vous le voyez, 90% de nos patients consultent après l'âge de 2 ans, quand on sait qu'il y a un certain nombre de complications, notamment les complications vésico-sphinctériennes qui surviennent pratiquement in utero déjà, les patients ont des problèmes. Donc c'est dire que déjà à 2 ans et plus, on est déjà en retard. Par rapport au type, 67% des cas, nous avons eu des myéloméningocèles, c'est autrement dit la forme la plus péjorative, j'allais dire, la plus grave. Par rapport au siège, le siège le plus fréquent a été le siège sacré, retrouvé. Pour les malformations associées, nous avons eu beaucoup de malformations associées, et notamment les malformations type Arnold-Chiari. Ce sont des malformations cervicales. Évidemment, on en parlait tout à l'heure, les moelles basses fixées, les diastémiatomyélies, les céréomyélies, tout ça, ce sont des malformations associées qui viennent encore grever, si vous voulez, le pronostic fonctionnel. L'état neurologique, nous avons eu 43% de nos patients étaient des paraparésies, et avec quand même un petit taux de tétraplégique, mais ils sont là. Sur le plan trophique, là je suis en plein dans les complications. 60% des patients ont présenté des escaries sciatiques, 20% ont présenté, comme la majorité des patients étaient des formes sacrées. Nous avons eu beaucoup aussi de maux perforants plantaires, dont 2 enfants ont malheureusement été aussi amputés. Et dans 20% des cas, il y a eu donc d'autres localisations, à savoir des escarres fessiers et talonniers. Sur le plan trouble orthopédique, encore une fois, comme l'atteinte était basse, donc nous avons eu beaucoup de déformations au niveau de la cheville et du pied, 43%, sans oublier qu'il y a eu aussi des malformations au niveau du rachis. J'ai une de mes assistantes qui va tout à l'heure présenter les troubles orthopédiques, elle développera plus ces troubles orthopédiques, vous les verrez.
Sur le plan état fonctionnel, après une certaine durée de prise en charge, nous avons eu quand même 44% d'enfants sont devenus autonomes, donc notamment pour les spina bifida basses, donc lombaire basse et sacrée, avec quand même notant qu'un certain nombre de patients étaient marchaient sans appareillage. Les troubles vésico-sphinctériens ou les troubles urinaires étaient quand même assez variés. Les plus importants restent les infections urinaires. Les plus fréquents sont aussi les incontinences urinaires, mais surtout entre infection et incontinence urinaire. Alors, les explorations radiologiques, et c'est ça toute la problématique de la prise en charge de ces explorations, de ces troubles vésico-sphinctériens, en fait, la radiologie constate les dégâts. Ce que vous voyez ici, par exemple, ce sont des complications. Hein. Vous avez ici une déformation, c'est une déformation de la vessie, c'est une vessie pratiquement debout, on appelle ça une vessie en arbre de Noël. Et là, c'est vraiment la vessie neurologique en plein, c'est une vessie de lutte. Ici, vous avez un certain nombre de complications avec un reflux très important. Et donc, c'est dire que la radiologie vient constater les dégâts de cette vessie neurologique. 70% des spinas sacrés ont consulté après l'âge de 4 ans, je viens de le dire, et avaient déjà donc une vessie neurologique avec un problème de retentissement. Et quand on a un problème de retentissement, on commence déjà à dégrader son rein. Et c'est ça ce que nous voulons, nous, disons, éviter en prenant en charge très tôt ces patients. Alors, sur le plan toujours vésico-sphinctérien, il y a une exploration qui est très importante qui nous permet d'expertiser ce trouble de la vessie neurologique. Et je tiens à préciser à l'assistance, et peut-être il y a encore un certain nombre de patients, de présents qui sont du corps médical, la cystomanométrie ou le bineurodynamique ne donne pas le diagnostic de la vessie neurologique, parce que dans le cas du spina, on est déjà dans le neurologique. Donc, tous les troubles urinaires sont liés au cadre neurologique. On n'a pas le droit de dire je vais faire une cytomanométrie pour diagnostiquer une vessie neurologique. Par contre, là, la cytomanométrie apporte des éléments très importants. Est-ce que cette vessie neurologique est une vessie neurologique à risque pour le haut appareil, c'est-à-dire qu'elle a des paramètres, et les paramètres les plus importants sont l'activité de la vessie et la pression de remplissage de cette vessie, ce sont ces éléments-là qui sont dangereux pour le haut appareil, et donc la cytomanométrie nous apporte ces éléments-là et nous permet justement de juger. Alors il se trouve que 2 enfants sur 3 de nos patients ont présenté des vessies à risque. Pardon, je reviens. Ont présenté des vessies à risque, et ces vessies à risque nécessitent une prise en charge. Cette prise en charge, c'est quoi? C'est le sondage intermittent propre. Donc, au lieu de mettre une sonde à demeure, il y a le consensus international parle d'un sondage intermittent, c'est-à-dire qu'on vide la vessie, on assure la vidange vésicale par une sonde qu'on met, on vidange et on retire. Ce sondage intermittent est souvent associé à un traitement cholinergique qui a un prix. Donc tout ce traitement-là a un prix. Pour vous illustrer ces histoires de prix, je vais vous dire que nous avons mené une étude multicentrique en 2015 dans le cadre de la Société algérienne de médecine physique, que nous avons présentée au cours du 6e congrès national en novembre 2015. Et ce que nous avons conclu, c'est une étude multicentrique. Elle a concerné 6 centres de rééducation. Donc il y a eu le centre de Texarayen, le service de Blida, le service de Douera, le service de Ben Aknoun et l'hôpital militaire de Bouchaoui. Et donc, et un service à Oran. Nous avons recruté à peu près 250 patients, et sur les 250 patients, nous avons constaté l'âge tardif, nous avons confirmé l'âge tardif des consultations. Ces patients-là, quand ils viennent la première fois, on les alarme un peu, donc ils sont suivis d'une façon régulière au départ. Le problème, c'est que quand ils sont pris en charge à l'hôpital, ils bénéficient d'un certain nombre de soins, comme le sondage, comme les traitements cholinergiques, qui sont gratuits. Mais une fois que les patients sortent dehors, malheureusement, nous avons constaté donc dans notre étude que 60% des patients abandonnaient ce traitement-là, et les causes étaient le coût du traitement et la disponibilité des sondes. Et si je devais associer, je ne l'ai pas mis dans la planche, si je devais associer la disponibilité et le coût, c'est pratiquement 90% des patients abandonnent ce traitement-là. Et donc, tout l'intérêt d'une prise en charge de la sécurité sociale pour ce traitement. Et si ce n'était que cela, si ce n'était qu'une histoire de sonde, vous allez voir que en fait,
moi je reprends ici une partie du travail de thèse du professeur Larbaoui, qui est au CHU Blida, qui donc a fait un calcul par rapport à la prise en charge, et donc il dit que quotidiennement, donc un patient qui a ce trouble, ces problèmes-là, dépense quotidiennement, le traitement cholinergique lui revient 30 dinars, le sondage intermittent, si on devait utiliser qu'une seule sonde par jour, il ne faut pas oublier que le sondage intermittent, on peut le faire 4 à 5 fois, jusqu'à 6 fois par jour. Et en principe, ce sont des sondes jetables. Donc on doit à chaque fois les jeter, donc il nous faut minimum 6 sondes. Lui, il est parti sur une sonde par jour pour un peu faire de l'économie. Donc on dépense, cette sonde coûte 220 dinars. Ces patients-là ont aussi des problèmes, disons, d'incontinence anale, donc il leur faut des couches. 2 couches par jour à peu près, c'est 180 dinars. Soit au total de 430 dinars par jour. Ça, c'est par rapport à ce qu'il dépense par jour. Et mensuellement, donc ça lui fait 12 900 dinars par jour, soit 71,66% du salaire national minimum garanti algérien. C'est une étude qui a été faite en 2015. Et les pouvoirs publics leur donnent 4 000 dinars mensuellement. Donc on est vraiment très très loin des 12 900. Encore une fois, si ce n'était que ça. Le problème, c'est que ces patients-là, il faut qu'ils soient suivis. Je vous ai dit qu'il faut faire de la prévention des insuffisances rénales. Donc le suivi, c'est quoi? C'est faire des bilans. Alors le bilan, c'est le bilan biologique qui doit être fait semestriellement, une fois par 6 mois. Donc une fonction rénale coûte à peu près 680 dinars. L'échographie de l'arbre urinaire, elle coûte 2000 dinars. Le bilan aérodynamique, la sténométrie, coûte 6500 dinars quand elle est disponible. Donc c'est un coût estimé à peu près à 86 600 dinars. Ça nous fait annuellement 173 200 dinars. À cela, s'ajoute à quoi? Les frais de déplacement. Ce sont des gens qui viennent souvent de loin. Donc il faut encore rajouter tout là aux dépenses. Et donc c'est pour vous mettre un peu dans la dimension de la problématique. Et ces patients-là qui ont des problèmes de vessie à risque, non seulement donc, ils peuvent avoir un traitement médical, je viens de le dire, mais on peut aussi les proposer à une chirurgie. Cette chirurgie, c'est quoi? C'est faire ce qu'on appelle les entérocystoplasties d'agrandissement. En fait, ce sont des vessies qu'il faut agrandir, C'est une technique qui est assez rigoureuse, assez particulière, assez difficile. Il faut trouver, disons, une expertise, donc des médecins qui peuvent faire ça. Nous n'avons malheureusement pu opérer que 3 patients. Il y en a beaucoup qui sont sur une liste d'attente. Et en plus, une fois qu'ils sont opérés, il y a la problématique aussi de la gestion de la vidange vésicale par sondage. Là aussi, il faut mettre des sondes. Donc, c'est vous dire un peu la dimension du problème. Donc, en conclusion, je dirais que la revue objective de nos dossiers montre la dimension des problèmes liés à cette prise en charge médicale et en plus la difficulté qui est liée à l'accessibilité aux soins. Cette accessibilité, c'est la disponibilité des services spécialisés de proximité. La première des choses, ce sont des gens qui font... Le professeur Kliba a parlé de 130, 40, 150 km. M. Kaiba a vécu une expérience. Donc, vous dire déjà, la problématique la plus importante, c'est l'accessibilité aux soins et de proximité. Et en plus, le coût de ces soins. Et la prise en charge donc, de ces enfants nécessite évidemment, le professeur Danon a parlé de la pluridisciplinarité et de la multidisciplinarité, c'est clair, et l'idéal, ça serait d'organiser ça en réseau, il l'a dit, ces réseaux doivent être faits en régional ou en local, associer ces réseaux associés à la famille, au mouvement associatif, aux institutions, donc pour essayer de prendre en charge bien ces patients. Quant à la médecine physique et à l'adaptation, et là je répondrai un peu au professeur, je rebondis par rapport au professeur Sahraoui qui disait kinésithérapie uniquement. Si ce n'était que la kinésithérapie, ça serait très facile de prendre en charge une spina. Là c'est plutôt une dimension très importante, il faut gérer un certain nombre de choses, c'est toute une équipe en médecine physique et l'adaptation. Donc l'expertise des troubles vésico-sphinctériens devrait se faire lors des premiers mois de la vie pour préserver le haut appareil. La prise en charge neuro-orthopédique consiste à faire quoi? Consiste à assurer une déambulation, une autonomie fonctionnelle, sans oublier une dimension qui est très importante, c'est l'insertion sociale et scolaire, puisqu'on est dans le cadre des enfants. Je vous remercie.